Salut Pascal, j'espère que tu vas bien. Alors on te rejoint sur la chaîne ici, comme nos téléspectateurs ont pu le voir dans le titre, et bien tout simplement pour parler de cette accusation un petit peu rapide qu'on a à gauche d'extrême droite, où dès que quelqu'un commence à parler ou d'immigration ou d'identité, ou en France d'universalisme ou de laïcité un peu stricte, et bien tout de suite on est passé à l'extrême droite. Et puis un débat qu'il y a eu lieu aussi un petit peu entre nous, où eh bien, peut-être dès que quelqu'un est catholique, il est un peu vite glissé sur l'extrême droite. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Tu préciseras ta pensée. Donc voilà, on t'accueille pour tout ça et on va du coup débuter bien cet échange en parlant de ce qui a suscité ce débat, ce qui a suscité l'idée de ce débat, c'est tout simplement le livre Le Camp des Saints de Jean Raspail, un livre très polémique dont j'ai parlé récemment sur la chaîne, que j'ai partagé sur ton groupe. Et donc, eh bien, ça a suscité des débats avec quelques personnes de ton groupe et puis avec toi. Donc, on va parler de ça. Merci, Pascal, d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux peut-être te représenter pour ceux qui Oui, auraient loupé les nombreuses vidéos qu'on a faites ensemble? oui, donc je m'appelle Pascal Hubert et pour un petit peu donner le ton, j'ai envie de dire, parce qu'il est important pour moi, et on en reparlera Cyril, mais il est important pour moi que les personnes qui nous écoutent sachent en fait d'où l'on parle, c'est-à-dire qu'on a une histoire qui est singulière et qui éventuellement fait en sorte qu'on a décapé ses propres conditionnements culturels, familiaux, sociétaux, et pour ce qui me concerne moi, en fait, je suis dans une famille catholique et donc j'ai envie de dire presque naturellement, par essence. J'étais catholique et j'ai grandi catholique très très longtemps avant de déconstruire le catholicisme et du coup d'être extrêmement critique aussi par rapport à ce que je considère comme des idéologies, quelles qu'elles soient, en ce compris les idéologies religieuses en dehors, je dirais, de ma culture catholique. Et donc, j'aime bien du coup l'esprit rationnel pour éviter précisément de tomber dans du subjectivisme, dans des particularités. D'où le souci aussi pour moi de ce côté justement universel qui est important, mais il faut aussi savoir du coup ce qu'on entend effectivement par universel. Ça peut cacher beaucoup de choses, de bonnes choses et de moins bonnes choses en termes le cas échéant de racisme je dirais de ressenti par rapport à tout ce qui n'est pas soi. Alors, je trouve que tu nous offres un bon point de départ. J'aimerais qu'on parle de ce fameux universalisme, parce que très souvent, même si j'ai fait une vidéo explicative là-dessus, j'ai l'impression que beaucoup font l'amalgame entre trois universalismes. En philosophie, on a l'universalisme humain, qui postule que tous les êtres humains, en fait, ont des droits égaux et des aspirations égales. Cet universalisme, pour moi, est une imposture. Il y a l'universalisme religieux, c'est un universalisme qui postule que chacun veut la révélation qu'on détient. Le christianisme est une religion universaliste, le catholicisme l'a été, d'ailleurs catholique veut dire universel, et l'islam est aussi une religion universaliste, c'est-à-dire des religions qui visent à conquérir le monde et à universaliser leur vision de la vie, parce qu'ils estiment en fait que cette vision qu'ils portent est universelle. Et puis, il y a l'universalisme dont je parle, qui est l'universalisme républicain français, qui, bien qu'étant issu de l'universalisme catholique, s'est laïcisé, s'est détaché du sacré et de la religion pour entrer en droit politique. C'est-à-dire que l'universalisme républicain français postule que chaque citoyen est le même citoyen français. Ceci dit, cet universalisme est attaché à un sol, c'est-à-dire que, comme toute politique, c'est attaché à un sol avec des frontières, c'est-à-dire que l'universalisme républicain français n'est pas un universalisme mondialisé où chaque personne aurait les mêmes aspirations et les mêmes droits. Donc déjà, je voulais savoir comment toi tu entends ce mot universalisme. Oui, l'universalisme dans le sens où effectivement on laisse précisément ces particularités, j'ai pas envie de dire de côté, mais en tout cas on ne les met pas dans un débat de société. C'est pas central. C'est-à-dire que on peut évidemment avoir des croyances, on peut avoir, je dirais, des idées différentes, mais c'est pas ça qui fera le socle commun. Et donc pour moi, ce qui est important, ce sont ce que tu dis en fait, c'est-à-dire effectivement ces valeurs communes, mais ces valeurs communes en termes justement d'égalité, d'émancipation, de droits humains, et pas évidemment dans le sens communautariste où finalement chacun viendrait un petit peu avec ses propres convictions religieuses et les minorités seraient d'office, je dirais, des minorités sacrifiées qu'il faudrait mettre sur un piédestal sous prétexte qu'elles ont été éventuellement colonisées,
mal intégré. Donc c'est un petit peu ça qui moi me pose problème. Mais par rapport justement, Cyril aussi, je suis pas certain que Jean Raspail, pour effectivement quand même un petit peu en venir à lui, ait vraiment compris l'universalisme, pardon, au sens où tu l'entends avec son fameux livre Le Camp des Saints, où là j'ai un peu l'impression que déjà rien que dans le titre, le ton est donné, c'est-à-dire qu'on a l'impression un peu qu'il y a deux camps, celui des saints, c'est-à-dire quelque part celui des purs et des impurs. Et pour moi, Alors, ça, excuse-moi parce que je place une parenthèse, je pense que tu n'as pas lu le livre, parce que dans le camp des saints, il n'y a pas de sainteté raciale ou de sainteté ethnique. Quand il parle du non, camp des saints, c'est la sainteté de gauche, la sainteté idéologique. C'est-à-dire qu'il y aurait des gens de gauche qui sont des saints, qui ont la vérité avec un grand V, et puis à côté, il y aurait les gens d'extrême droite, les méchants nationalistes, les méchants qui aiment la France, les méchants qui voudraient vivre toujours dans cette France qu'ils aiment. Voilà, c'est ça le camp des saints. Le camp des saints, c'est pas par rapport aux immigrés, hein, ça n'a rien à voir. Alors, le livre parle d'immigration, mais le camp des saints, le mot saint, c'est plutôt le camp de ceux qui ont la bonne pensée, la bonne parole, le bon humanisme. Voilà, par opposition aux gens qui tiennent à leur pays, qui pensent que, eh bien, l'Afrique complète dans son entier ne tient pas dans l'Europe. C'est factuellement et concrètement, ça ne tient pas. Les gens qui voudraient que, eh bien, la France reste la France et que démographiquement, elle ne se modifie pas, parce que quand on modifie la démographie, eh bien, on modifie forcément un pays. Et ça, on l'a jamais demandé au peuple. Donc voilà, c'est ça le camp des saints. Il ne s'agit pas de sainteté raciale ou de sainteté ethnique dans le roman, pas du tout. Voilà, je voulais juste mettre cette. oui, Je te oui, laisse. mais bon, enfin, c'est quand même effectivement une posture que Jean Raspail prend néanmoins en estimant finalement que lui, par hypothèse, est dans le camp, est dans le camp du bien. Alors c'est vrai que je n'ai pas lu l'entièreté du livre et j'ai quand même lu pas mal de commentaires et je souhaitais peut-être justement pour animer un peu le débat et venir effectivement avec quelque chose, je dirais, d'un peu construit. Moi, j'avais le sentiment, en fait, que Jean Raspail était un petit peu dans la suite de Renaud Camus avec le grand D'accord, remplacement, on y va c'est-à-dire direct. Ok. une idéologie, Ouais, une idéologie raciste. Et ouais, c'est ce que je lisais, en fait, notamment dans le chef de Hervé Lebras, qui a écrit justement un livre pour prendre le contre-pied en disant il n'y a pas de grand remplacement. C'est un livre qui est paru chez Grasset en 2022. Et Hervé Hum. Lebras propose de débunker justement, notamment le fameux dossier qui a été publié par le Figaro Magazine en 85 et qui était intitulé en première page Serons-nous encore français dans 30 ans? Et c'était le texte que justement qui était un texte de Jean Raspail, donc romancier, j'ai envie de dire effectivement encensé par Marine Le Pen. Euh, Pas seulement par la gauche aussi, il est encensé oui, par oui, oui, qui a fait mais un donc article en effectivement, sa faveur. Ça, tu vois, c'est précisément, excuse-moi Pascal, mais c'est précisément le truc je dont sais. je voudrais discuter, c'est qu'en Mais oui, fait, c'est pour ça que je, en fait, on crée des, comment dire, on crée des ponts qui seraient infamants. C'est-à-dire que si Marine Le Pen dit qu'il pleut, ça veut dire que la pluie est d'extrême droite et raciste. C'est un peu léger, je trouve. Au niveau de la pensée, au niveau intellectuel, je trouve que c'est léger. C'est léger. L'immigration, le fait de s'occuper d'immigration, les Le Pen en parlent depuis 40 ans. Et aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, Gabriel Attal en parle. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un d'extrême droite? On parle de réindustrialiser la France par patriotisme. Ça fait 40 ans qu'on en parle. Ça fait 40 ans qu'on dit que les Le Pen sont des débiles et des racistes qui veulent que le pays se referme. Aujourd'hui, Emmanuel Macron parle de réindustrialisation de l'Europe. Est-ce que ça fait de lui un raciste? Je veux dire, c'est un peu léger de fonctionner par analogie. Depuis Platon, on ne fonctionne plus par analogie. C'est-à-dire que pour dire que quelqu'un est raciste ou d'extrême droite, on pose des arguments, pas de simples, comment dire, de simples associations infamantes. Je trouve que c'est extrêmement simple. Ça voudrait dire que si Marine Le Pen parle de la pluie, alors la pluie est raciste et d'extrême droite. C'est un peu léger, je trouve, au niveau de la pensée. Qu'est-ce que tu en mais, penses? mais oui, oui, je peux comprendre effectivement on peut évidemment débattre en ce compris sur des sujets qui d'ordinaire évidemment sont des sujets dont l'extrême droite fait le porte-drapeau. Et je pense il y a effectivement des sujets qui doivent être pris en considération, qui ne doivent pas justement être laissés à l'extrême droite, Alors tels que la déjà, question.
telle que la question telle que la question de l'immigration. Mais c'est ce que je disais aussi, j'aime bien savoir d'où ces personnes parlent. Et je pense, comme Jean Raspail, comme Zemmour ou comme Del Sol, avec laquelle effectivement on a déjà également eu l'occasion de discuter, il semble en fait, je dirais, avoir un langage extrêmement choisi, extrêmement propre, Des exemples mais quand concrètement, on, Pascal. mais je vais quand même continuer un petit peu, si vous voulez bien, Cyril. Mais donc concrètement, quand on gratte derrière, on se rend compte en fait que le sentiment, c'est qu'il souhaite remplacer une idéologie par une autre. Et moi, en réalité, ce qu'il faut faire à un moment donné, c'est de sortir de toute idéologie. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de défendre son pré de carré, il s'agit effectivement de voir plus large et de voir véritablement universel. Quand on parle de Jean Raspail, moi j'ai fait quelques petites recherches, effectivement, c'est un catholique extrêmement conservateur. Del Sol, c'est la même chose. En fait, ce qu'ils veulent, et je peux comprendre effectivement que l'islam pour eux est un problème et les dangers de l'islam sont effectivement réels, mais ce qu'ils veulent, c'est en revenir en fait au bon catholicisme, quoi, à l'âge d'or soi-disant idéal où le catholicisme était de France, enfin un peu le pur souche, le pur jus, où finalement on se mélange pas avec les autres, mais quelque part je suis pas certain qu'en réalité ils veulent réellement faire corps et vivre ensemble. Je pense en réalité qu'ils ont une vue très pragmatique, très particulière du vivre ensemble. Et je ne suis pas d'accord en fait avec leur propre idéologie. Moi, je te l'ai dit, j'ai dépassé en fait mes propres convictions religieuses, et ce n'est pas pour les remplacer par des autres. Et c'est pour ça que c'est ça qui en fait qui me dérange souvent, c'est que ça devient très Alors, tu as dit compliqué beaucoup de du choses, coup. Pascal. Je vais devoir te répondre à un moment parce que tu as Oui, dit ouais, ouais, beaucoup, ouais. beaucoup de choses. Simplement, je dis, pour en terminer de laisser la parole, Cyril, c'est que à un moment donné, ça devient compliqué de simplement se dire, je prends ce livre-là parce qu'effectivement, il rejoint mes propres convictions, sans prendre en compte la personne qui en parle et d'où elle parle. Je veux dire, l'extrême droite peut dire des choses Je pourrais te extrêmement reprocher intéressantes. de qualifier un livre que tu n'as pas lu aussi. Tu vois, c'est un peu simple de faire ça. Mais j'ai quand même lu un petit peu qui était Jean Raspail et d'où il Oui, par parlait. les yeux Et des autres. c'est important. D'accord. Alors, j'ai plusieurs choses à répondre à tout ce que tu as dit. Tu as dit beaucoup de choses. C'est pour ça que je me suis permis de t'interrompre. Ouais. Alors déjà, tu nous as dit Marine Le Pen est d'extrême droite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Et tous les gauchistes le disent. Qu'est-ce que c'est précisément être d'extrême droite? Est-ce que tu as une définition de ce qu'est être d'extrême droite? Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Je ne te parle pas de racisme, je ne te parle pas de extrême droite. Le mot est précis, le mot a une connotation politique, le mot a une connotation infamante. Et à gauche, quand on n'a plus envie de parler avec quelqu'un, on lui dit t'es d'extrême droite. Et ça y est, c'est fini, le débat est clôturé. C'est quand on manque d'arguments. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça veut dire être d'extrême droite? Qu'est-ce que c'est précisément? Donc ça, c'est le Bon, premier point. Si tu peux le noter pour m'y répondre après. Ça, c'est le premier point. Donc, Marine Le Pen serait d'extrême droite. Donc, ça, c'est un axiome que je questionne. Et je questionne qu'est-ce que c'est être d'extrême droite? Est-ce que défendre son pays, c'est être d'extrême droite? Est-ce que vouloir que son pays reste son pays, c'est être d'extrême droite? Est-ce que penser qu'il faut quand même regarder les chiffres démographiques et faire en sorte que démographiquement, la France reste la France? Est-ce que ça, c'est d'extrême droite? Voilà. Donc ça, j'aimerais qu'on le définisse ensemble. Ensuite, tu nous as parlé de démographie. Alors c'est bizarre parce que au niveau démographique, quand on regarde les chiffres, ce fameux remplacement démographique dont on parle, il suffit juste d'être un peu bon en mathématiques, hein, faire une règle de 3, pas des trucs hyper compliqués. Hein. En 2050 en France, absolument tous, même à gauche, tous les démographes s'accordent à dire qu'il y aura 50% d'immigrés, 50% de Français. Ce qui est un changement majeur auquel on n'a jamais demandé l'avis au peuple. Est-ce que c'est être d'extrême droite que de demander l'avis à son peuple? Est-ce qu'un peuple a le droit de vouloir, comme dirait Spinoza, persévérer dans son être et continuer à être ce qu'il est avec la culture qu'il a? Parce qu'effectivement, quand tu as une démographie qui a une culture différente de la tienne à hauteur de 50%, eh bien forcément, ça va poser des problèmes au niveau culturel. Le pays va changer. C'est pas en soi mal ou bien, mais est-ce qu'on peut demander au peuple français s'il est d'accord avec ça? Et est-ce qu'on peut ne pas le traiter de raciste et d'extrême droite quand il dit ben non, je suis pas d'accord, je voudrais juste que mon pays reste mon pays? Comment dire, honorer l'héritage et la direction éthique, idéologique, culturelle, civilisationnelle qu'un peuple a, est-ce que c'est être d'extrême droite que de vouloir le garder?
Je vais aller plus loin au niveau de la démographie. Aux États-Unis, en 2030, c'est-à-dire demain, en 2030 aux États-Unis, je mettrai un lien en description et j'enjoins tout le monde à aller vérifier mon lien, à prendre différentes sources, à regarder. En 2030, les Blancs aux États-Unis seront minoritaires. Je ne dis encore pas que c'est bien ou que c'est mal, je dis est-ce qu'on peut demander au peuple? Et est-ce que le peuple peut se dire que, eh bien, c'est pas forcément une bonne chose et qu'il n'a pas envie d'être minoritaire sur son propre territoire historique? Est-ce que ça, ce mot-là, c'est être d'extrême droite et c'est être raciste? Je voudrais entendre cela. Et puis, ce que j'avais également à dire, c'est que Jean Raspail, alors serait d'extrême droite, ça c'est pareil, bah, ça ira avec ta définition de l'extrême droite que j'aimerais comprendre. Mais Jean Raspail n'est absolument pas d'extrême droite. Il est effectivement une personnalité de droite. Il ne s'en est jamais caché. Mais être d'extrême droite, c'est quelqu'un qui refuse la démocratie. C'est quelqu'un qui appelle à prendre les armes contre la République. C'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on joue au jeu démocratique. C'est quelqu'un qui est violent. C'est quelqu'un Jean Raspail n'est pas tout ça, c'est un écrivain qui se met dans sa chambre et qui nous a fait une allégorie de l'immigration, un livre que j'ai lu, un livre que j'ai chroniqué, un livre qui nous explique même qu'il peut y avoir des étrangers du côté des Français. Donc question racisme, on repassera, il n'y a pas de racisme là-dedans. Et puis la dernière question, et après je te laisse la parole Pascal, la dernière question c'est est-ce que parce que quelqu'un est catholique, alors tout ce qu'il dit est discrédité, un petit peu comme avec l'extrême droite. C'est-à-dire qu'à gauche, on a un petit peu cette tendance facile à dire « Ouh là là, toi t'es du camp du mal, je ne parle pas avec toi, je ne réponds même pas à tes arguments, tu es du camp du mal ». Eh ben, ça, c'est un peu facile. On me l'a fait avec Huntington, on me l'a fait avec Welbeck, qui pourtant a été à gauche toute sa vie et qu'on a décidé maintenant de placer à droite parce que, eh bien, il n'est pas dans l'idéologie à la mode. On m'a fait pareil avec, je le disais, Huntington, qui est pourtant un géopolitologue qui a conseillé un gouvernement républicain aux États-Unis. Est-ce qu'il est d'extrême droite lui aussi? Il fait pourtant les mêmes conclusions que Jean Raspail, mais sauf que Jean Raspail est dans un roman allégorique, alors que Huntington factuellement parlait en 1980, enfin dans les années 90, de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, est-ce que tous ces gens sont d'extrême droite? Est-ce que Welbeck est d'extrême droite? Définissons l'extrême droite, parce que tous ceux qui sont contre l'immigration, qui voudraient que l'identité française reste française, sont qualifiés aujourd'hui de racistes et d'extrême droite. Et est-ce que quand on est catholique, on est forcément d'extrême droite? Ça fait plein de questions, mais du coup, c'est toutes les Ouais, questions que je me pose face à ça. ouais. Bah, écoute, évidemment que non, être catholique n'est pas d'extrême droite, mais c'est quand même avoir effectivement un pensée, une façon d'agir, une façon de vivre, une façon d'être dans le camp du bien parce qu'effectivement on détient une vérité. Du coup, pour moi, effectivement, c'est important de savoir d'où le catholique parle. Quand un catholique, par exemple, parle de la vie, et quand la plupart des catholiques en France sont contre l'euthanasie, par exemple, c'est pas simplement parce qu'ils défendent évidemment dans l'absolu la vie, c'est parce qu'aussi ils ont un schéma mental qui fait que quelque part il y a un esprit endoctriné qui fait que quelque part la doctrine de l'Église passe en premier et on ne réfléchit plus par soi-même. À partir du moment où effectivement on ne réfléchit plus par soi-même, de fait le propos que l'on tient est biaisé. C'est la seule chose que je veux dire. C'est pour ça qu'à mon sens les propos qui sont tenus par des personnes qui ont des convictions que je qualifierais d'idéologiques bien précises, pour moi, effectivement, leur propos, du coup, est compliqué à prendre en compte parce qu'on ne sait jamais très bien faire la part de ce qui est réellement Mais tu te juste, rends compte de ce que tu dis, Pascal? de Ça ce veut dire que qui... toute personne qui est catholique, de fait, tu le décrédibilises parce que catholique. Mais c'est extrêmement fasciste de faire ça. Pardonne-moi, mais les mots ont un sens. Ça veut dire que parce que quelqu'un est catholique, tu ne l'écoutes plus. Mais c'est Non, fasciste de faire ça. non, C'est non, ce non, que non, faisaient non. les communistes. Non, 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 j'ai pas du tout dit ça. J'ai pas dit que je l'écoutais pas. J'ai dit effectivement qu'il a une grille de lecture et que par définition, sachant effectivement ce que c'est que d'être catholique, ce que ça implique concrètement, réellement, et pas simplement un catholique, je dirais, de façade, je sais effectivement que quand on est catholique, on a une vision bien particulière de la vie, du monde et des autres, et que de ce fait-là, il y a effectivement une grille de lecture à laquelle je ne peux pas faire fi de cette grille-là. Je dois prendre en compte d'où parle la personne, si justement je la prends au sérieux. Euh, Del Sol notamment, il y a des choses extrêmement intéressantes, mais en même temps, c'est très intéressant de gratter derrière et de savoir effectivement qui est cette personne pour savoir pourquoi effectivement elle parle. Si c'est pour remplacer l'intégrisme musulman par l'intégrisme catholique, ça ne m'intéresse pas de nouveau. Pascal, Et Pascal,
Est-ce que je peux te poser une question? À mon avis, t'as pas saisi en fait l'essence du débat avec Jean Raspail, qui d'ailleurs critique le catholicisme comme on ne l'a jamais vu. Donc déjà, ça invalide ce que tu dis, parce qu'il critique le Vatican, mais comme je ne l'ai jamais vu. Mais bon, bref, c'est autre Oui, chose. Ce oui, que je veux dire par là, oh, oui, c'est qu'il mais ne tu sais, s'agit pas. Toi, tu bloques sur le truc religieux. Il ne s'agit absolument pas de religion. Il s'agit de civilisations qui, quoi que tu en dises, sont adossées sur des religions. Ouais, je veux oui, dire, oui, moi, j'en suis je suis conscient. spinoziste, j'ai été musulman, mais je suis quand même le rejeton du catholicisme d'une manière au moins culturelle. Je veux dire, quand on dit aujourd'hui, on parle d'universalisme républicain, ça vient de l'universalisme catholique. Sans l'universalisme catholique, l'universalisme républicain n'existe pas. Je veux dire, il faut se rendre compte de ça. Parce que tu es sorti du catholicisme et de la chrétienté, et tu as eu raison, parce que tous les deux, on en est d'accord, les religions sont des sectes, mais parce que tu l'as rejeté, alors tu rejettes absolument tout ce qui a à voir avec son identité en bloc. Et c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire qu'en Non, gros, vas-y, je dis, pardon. non, je ne rejette pas. Je dis simplement qu'il y a effectivement une mutation et que la mutation se poursuit. Donc, c'est ça l'important. Je ne reste pas justement ancré dans le passé. Il y a un passé qui a lieu effectivement de dépasser précisément. Et donc, même s'il y a des racines chrétiennes dans la civilisation, à un moment donné, on s'en détache. Sinon, on n'aurait pas eu dans la séparation entre l'Église et l'État. Et cette séparation a Et été c'est évidemment là où on n'est absolument pas d'accord. capitale. Donc ça veut dire que pour toi, un pays qui n'est pas extrémiste, c'est un pays qui n'a plus de religion. Mais ça, c'est pareil, ça c'est une vision qui est extrêmement dogmatique. Je pourrais dire, mais moi je discute pas avec Pascal, c'est un athée militant, et dans son militantisme, il n'a plus les idées claires. Ce que je ne ferai jamais parce que je ne le fais avec Ouais. personne. Moi je viens de l'islam, jamais je ne dirai à un musulman parce que tu es musulman, eh bien ça veut dire que tu as telle vision de la société, et du coup je n'ai pas à répondre à tes arguments parce qu'ils sont nuls et non avenus de ton islamité. Mais tu te rends compte à quel point c'est violent? C'est ce que tu fais aux catholiques. C'est-à-dire que du fait qu'ils soient catholiques, alors ça veut dire qu'ils auraient, comme si tu sondais les cœurs et les reins, ils auraient une certaine vision. Mais là, comment dire, tu fais de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que tu sous-entends ou tu penses que, eh bien, parce que des personnes seraient catholiques, alors ça veut dire qu'ils auraient les pensées que toi tu as eues. Mais c'est complètement hallucinant d'avoir ce genre de pensée. Il y a des scientifiques de renom, des prix Nobel de physique, des prix Nobel de différentes matières en sciences qui sont des catholiques, et ça ne pose aucun problème. Il y a des gens qui sont capables de faire une différence entre l'esprit rationnel et leur vie matérielle et rationnelle, et leur vie spirituelle. Il y a des gens qui savent faire la part Très entre les deux. d'accord. Perso, c'est mon cas. Mais je veux dire, tu te rends compte à quel point c'est violent. Ça veut dire que tu vas aller gratter, que tu prennes en compte d'où vient la personne. Je trouve que c'est très intelligent. Tu as raison. Il faut prendre en compte d'où vient la personne. Mais que tu aies un jugement définitif à partir de ce qu'est la personne sans avoir regardé ses arguments et ses œuvres, là, ça, pour moi, ça relève du fascisme, clairement. Ça veut dire qu'on décide de manière arbitraire que, bah, comme les communistes, tu es religieux, tu n'as pas droit à la parole au goulag. Quoi? Tu es contre le Non, communisme? mais Tu n'as pas droit à la parole au goulag. mais Mais là ça c'est voudrait dire, ridicule. oui, mais s'il y a des gens, Pascal, Mais non, mais oui, mais c'est ridicule ce Pascal, que tu me dis. je Non, mais c'est finis là, ridicule. Pascal. Non, Je termine tu me là, fais je dire, te laisse non, mais répondre. Je termine tu me là. fais Mais dire que je dis pas. ça veut dire que si jamais quelqu'un décide, et c'est mon cas, de croire et de penser que les racines de l'Occident et les racines de la France sont catholiques et chrétiennes et que c'est très bien comme ça, et j'ai pas envie qu'on les remplace par d'autres racines et d'autres religions, alors ça veut dire que ça fait de moi un raciste, ça fait de moi quelqu'un d'extrême droite. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas défini ce qu'était l'extrême droite. Non, bah, il est évident que si tu prends les choses, tu les tailles comme ça, c'est évidemment ridicule et je te suis évidemment, j'ai envie de dire à 100%. C'est pas du tout évidemment le fond de ma pensée. Et évidemment que c'est pas parce qu'on ne souhaite pas que les racines chrétiennes soient remplacées par des racines musulmanes. C'est pas pour ça évidemment qu'on est islamophobe, qu'on est raciste, etc. Je suis évidemment d'accord. Je suis le premier à le penser. Je dis simplement que effectivement, on peut évidemment être un grand scientifique et avoir la foi, qu'il faut évidemment distinguer les deux, mais il n'en reste pas moins que je trouve très particulier que la raison fonctionne à plein dans certains domaines et qu'à un moment donné, effectivement, c'est pas la même zone du cerveau qui fonctionne lorsque on parle foi et qu'on peut là du coup avoir tenir des propos complètement hallucinants simplement parce qu'on a vécu dans un certain milieu et que ce certain milieu nous a éduqués de certaine façon et qu'il faut effectivement à mon sens je l'ai dit débunkériser ce qui ne fait pas sens je dirais de façon universelle mais ce qui est simplement lié à nos particularités c'est ça en fait moi que je
que je veux effectivement pointer du doigt. Pour le reste, je suis évidemment d'accord avec toi. Je suis évidemment d'accord pour dire que je ne souhaite pas personnellement que la société occidentale, sous prétexte que des minorités se sentent persécutées, que finalement ces minorités et droit, je dirais, à ce que nos propres valeurs, je dirais, soient remplacées par des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Voilà. Mais donc je dirais qu'au-delà de ça, ce que je souhaite, et c'est pour moi ce qui est effectivement universel, c'est que on Tu puisse parles de quel réellement. universalisme? Tu parles de quel universalisme? Écoute, moi honnêtement, je parle en fait de l'universalisme tel que je le conçois, parce que en fait les concepts, pour moi, je ne suis pas trop dans les concepts et je n'aime pas trop les concepts. On peut être très bien universaliste et en réalité derrière est extrêmement raciste, de pas se rendre compte qu'en réalité l'universalisme devient un communautarisme blanc, un communautarisme Tu mets une effectivement cible sur le euh, dos de qui beaucoup de qui gens là, qui d'accord. qui ne dit pas son nom. Il faut prendre effectivement en compte que voilà, il y a la France qui a colonisé et on peut effectivement comprendre que ça a généré des frustrations, des tensions, que les minorités n'ont pas été prises en compte dans leurs légitimes revendications. La Suède n'a Donc ça, jamais c'est colonisé important. et elle a les mêmes problèmes que nous. Comment ça se fait? La Oui, Suède n'a non, non, jamais mais colonisé et elle a les mêmes problèmes que nous. C'est on peut bizarre. pas. Oui, Cet enfin argument bon, de la colonisation aussi à gauche, c'est quelque chose qui commence à vraiment me pomper l'air parce qu'on voit ben, que c'est une tous les réalité, pays oui. qui n'ont pas colonisé ont les mêmes problèmes que les nôtres, les mêmes problèmes. Est-ce que Oui, mais il y a, la Syrie a colonisé l'Afrique? Est-ce que l'Arabie Saoudite a colonisé l'Afrique? Pourtant, ces gens ont des problèmes avec le fanatisme. Pourtant, ces gens ont des problèmes oui, avec le mais terrorisme. C'est un peu si, facile. Le problème, c'est que tu dis que tu es pas dans les concepts, mais sauf qu'au lieu, alors pour moi, penser le monde, je suis comme Kant, penser le monde sans concept, ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Ceux qui font ça ou qui disent faire ça, c'est qu'en fait, ils le font sans le savoir. C'est encore plus grave. Pour moi, on pense tous avec des concepts. On peut pas penser sans concept. Comment tu veux appréhender le monde sans l'intellect? Et l'intellect ne sait faire que des concepts, c'est-à-dire des représentations intellectuelles de ce qu'il perçoit. Voilà, je veux dire, critique de la raison pure de Kant, je veux dire, je comprends pas comment on peut passer à côté. Bref, c'est pas ça, c'est pas là-dessus où je voulais en venir. Là où je voulais en venir, c'est que déjà d'une, faut définir les concepts et voir si on est d'accord avec ces concepts ou pas. Pour moi, l'universalisme, au sens où tu as l'air de l'entendre et tu préciseras, mais l'universalisme, c'est-à-dire cette grande ronde dont nous parlait Fukuyama, avec des gens qui se tiennent la main et qui ont les mêmes aspirations et le même envie de liberté, ça n'existe pas. Les Afghans ne veulent pas la liberté. Les Afghans ne veulent pas la liberté. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura rien compris. Les Afghans ne veulent pas la liberté. Les Chinois ne veulent pas la liberté. Ils ont une préhension holiste de la société, c'est-à-dire que pour eux, le groupe est plus important que l'individu. On ne comprend pas ça, nous, mais grands humanistes qu'on est à gauche, on ne veut pas respecter la manière dont les gens voient leur pays. Nous sommes les grands, nous savons nous avons une morale supérieure au monde entier et nous allons universaliser notre morale parce que nous sommes le bien avec un grand B. Et vous allez tous fermer votre bouche parce que nous, on est des saints. Eh bien, moi qui suis plus nationaliste, qui suis plus souverainiste, eh bien, je suis plus respectueux. Je veux qu'on me laisse vivre l'universalisme républicain en France parce que tout droit politique est attaché à une géographie, mais je respecte le Chinois qui ne veut pas des droits de l'homme. Je respecte la Turquie qui ne veut pas de la gay pride. Je respecte absolument le droit des Afghans à ne pas vouloir vivre comme un Français. Je m'en désole à titre personnel. Mais je suis qui pour faire la morale au monde entier? Et c'est là le problème de la gauche. Elle nous parle de racisme et de colonialisme. Le racisme et le colonialisme, d'ailleurs, on l'oublie souvent, le colonialisme a été sous impulsion de la gauche. On se rappelle de Monsieur Ferry qui voulait éduquer le monde. La gauche l'oublie un petit peu trop souvent, ça aussi. Et toujours dans cette position moraliste, elle voudrait faire la morale au monde entier et nous expliquer que elle détient le bien, elle sait comment il faut vivre. Les droits de l'homme sont la panacée et tout le monde doit y adhérer. Poutine, MBS, n'importe qui, parce que c'est le bien avec un grand B. On se fout de la souveraineté des peuples. Eh bien, moi, je suis désolé, je suis dans une vision inverse. Pour moi, chacun doit pouvoir vivre comme il l'entend. Les peuples sont souverains. S'ils ont envie de soulever comment dire, un tyran, ils le feront eux-mêmes. Je veux dire, on l'a fait en France et chacun le fera. Et il y a d'autres pays qui l'ont fait, il n'y a aucun problème. Mais je veux dire, on respecte par exemple, c'est un truc qui me rend fou, on respecte l'intégrité du territoire ukrainien parce que la télé nous l'a dit. Et puis on respecte le nationalisme de Zelensky parce que lui, il a le droit. Mais par contre, quand on se réclame du même nationalisme en France, eh bien on est raciste, eh bien on est quelqu'un d'extrême droite.
Moi, je comprends pas en fait. Et puis, voilà, le dernier point sur lequel je voulais arriver, c'est tout simplement de dire, je comprends pas cette négation du fait que l'Europe a des racines chrétiennes. Ça peut emmerder les chrétiens qui sont apostats. Ça m'emmerde d'avoir été musulman. Ça m'emmerde. Mais il y a eu de grands musulmans. Il y a eu Ibn Sina, il y a eu Ibn Rushd. Ils ne font pas partie des racines de ce pays, mais ils font partie des racines d'autres pays. Je respecte ces racines. Mais les racines de mon pays, c'est Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin, c'est la chrétienté, c'est Clovis. Quoi qu'on en pense, on peut le regretter. Si on n'aime pas ça, eh bien allons vivre dans un pays qui coupe ses racines. Mais couper ses racines, c'est très communiste, c'est très totalitaire en vérité. Parce qu'un être humain sans racine est déraciné. Il sait plus d'où il vit. Et aujourd'hui, le fait de dire non, non, mais l'Occident, la France, tout ça, on va couper les racines chrétiennes, c'est la chrétienté qui a fait advenir la laïcité. Tant qu'on comprendra pas ça, pourquoi il n'y a pas de laïcité ailleurs dans le monde? Pourquoi il n'y a pas de laïcité en Chine? Pourquoi il n'y a pas de laïcité dans les 90 pays musulmans? Pourquoi? Parce que la laïcité est le rejeton de la chrétienté. Traité de Westphalie dans les années 1500, laïcisation des rapports diplomatiques entre les pays occidentaux. C'est nous qui avons inventé ça avec nos racines chrétiennes. Tant qu'on comprendra pas ça et qu'on pense que la laïcité est une espèce comme ça d'humanisme émergent qui vient quand la gauche a balancé ses idéologies et a ouvert le cœur de ces pauvres abrutis que sont tous les autres habitants du monde, on n'y arrivera pas. La laïcité vient de nos racines chrétiennes. C'est emmerdant, mais c'est vrai. Voilà, donc à partir de là, j'arrive pas à comprendre comment on peut vouloir couper ses racines. Qu'on veuille avec le temps s'en détacher, qu'on veuille peut-être s'éloigner, mais qu'on veuille les oublier ou nous dire que ça n'existe pas, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et puis j'aimerais te ramener aussi sur ce fameux grand remplacement qui n'existerait pas. Et pourtant, les démographes commencent à nous dire l'inverse. Pourtant, le très gauchiste INED, cet institut statistique, commence à nous dire ah ben si finalement d'ici 2050, on risque quand même de plus être trop nombreux à être blancs. En tout Oui, cas, mais à être ce bon, qu'on appelle deux souches. Et aux États-Unis, je le disais, en 2030, ça y est, c'est acté, c'est fini, ils seront minoritaires. À qui on a demandé démocratiquement pour opérer ce changement qui est un changement anthropologique majeur? À qui on a demandé? Et est-ce qu'on a le droit de ne pas souhaiter ce changement? J'aimerais que tu nous répondes là-dessus. Et est-ce que c'est raciste du coup? mais d'abord, tu as dit beaucoup de choses, hein, mais c'est vrai que les racines chrétiennes, elles sont ce qu'elles sont, et je ne les renie pas, je ne dis pas qu'il faut s'en couper, je dis simplement effectivement qu'à un moment donné, il faut évoluer, parce que si on reste dans un esprit religieux tel que c'était le cas à l'époque, on ne serait pas, on serait pas très loin sur le plan de la raison, justement. Parce que foi et raison, pour moi, n'ont jamais fait très bon ménage. Alors maintenant, je sais que c'est un sujet extrêmement conflictuel qu'on est en train d'aborder, un sujet conflictuel et sensible que tu aimes souvent aborder de manière parfois d'ailleurs un petit peu frontale et conflictuelle avec ton interlocuteur. Donc je dirais, accepter aussi quelque part d'où tu parles, ta manière de parler. Je pense que on peut, à mon avis, assez facilement sur le fond du fond, comme j'aime bien dire, être d'accord, mais c'est souvent l'angle d'approche et la manière dont tu exprimes les choses qui peut effectivement quelque part faire en sorte qu'à un moment donné on te perde en chemin. Alors toi tu parles des démographes, j'imagine comme toujours Cyril que selon effectivement les sources qu'on va chercher, on aura les tenants du grand remplacement et puis on aura effectivement d'autres qui diront et on Attends, juste la dira semaine et en on en France, aura oui. d'autres qui diront que non. En France, oui, mais aux États-Unis, c'est plus le cas. Il y a consensus aux États-Unis. En France, Oui, oui, il y a encore oui. des gens qui nient. Aux États-Unis, c'est terminé, il y a consensus. On le sait, c'est acté. Parce que je veux dire, Hermé Lebras, dont je parlais tout à l'heure, qui est un démographe, a écrit effectivement, en lien justement au grand remplacement de Renaud Camus, il n'y aura pas de grand remplacement en Il suffit 2000, d'aller en Seine-Saint-Denis en pour 2000. s'apercevoir qu'il est là. Oui, mais là justement, oui, mais là, il y a des quartiers, mais dire qu'il y a parce il y a un quartier que du coup il y a un grand remplacement sur le plan La national, Seine-Saint-Denis, c'est un ça, département, Pascal. C'est un ouais, mais ça c'est département, c'est pas un ça, quartier. non, d'accord, mais ça peut aussi s'expliquer pour des raisons historiques. Je veux dire, on a aussi des quartiers chez nous, évidemment en Belgique, qui sont plus je dirais, plus à proportion musulmane que dans Pascal, d'autres quartiers.
Pascal, ils font 3 enfants par famille en moyenne, on en fait un. Je veux dire, il suffit, il n'y a pas besoin d'être un génie, un prix Nobel de mathématiques. Il y en a 350 000 qui rentrent sur le territoire. Il y en a, quand ils font des enfants, c'est 3 minimum par famille. En France, nous, les historiques, c'est un par famille. Je veux dire, à un moment, il n'y a pas besoin de. Oui, Alors mais c'est comme avec le voile, tu sais. Avec le voile, on nous a dit non, non, mais il y en a que 3. Vous inquiétez pas. Et puis une fois qu'on est devant le fait accompli, maintenant il y en a partout. Ah ben oui, mais bon, faut peut-être qu'on l'accepte. Et ben c'est pareil avec la démographie. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le cas. Donc non, non, ça n'existe pas. Un petit peu comme disait un gauchiste dans l'émission de Léa Salamé, le grand remplacement n'existe pas parce qu'il n'aura lieu que dans 50 ans. Ah, donc s'il n'existe pas, il existera plus tard. Ah, et du coup, il faut qu'on attende d'y être pour commencer à y réfléchir. Ok, d'accord. C'est ça que fait la gauche depuis 50 ans. Ok. non, ce qu'il faut effectivement, ce sont des politiques fermes qui fassent justement en sorte que nos valeurs continuent à prévaloir parce qu'on est en Occident et que nos valeurs sont importantes. Tu sais très bien comme moi que je ne suis pas du tout pour l'islamisation de notre société avec des valeurs qui ne sont pas les nôtres et avec une religion qui n'est pas la mienne. Enfin, je veux dire, de nouveau, je n'ai pas quitté de religion pour me sentir quelque part sous le prisme d'une autre, que ce soit à travers les administrations. Voilà, je ne suis pas du tout pour le port du voile dans l'administration. J'estime effectivement que ça doit rester des convictions de l'ordre du privé et que personne n'a imposé justement au détriment d'un autre ses propres convictions, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans l'éducation ou dans tous les nouveaux pouvoirs. Alors Pascal, ce que j'aurais aimé savoir maintenant, c'est, tu nous dis que beaucoup de personnes ont qualifié Jean Raspail de raciste. Alors moi, j'ai pas lu toute l'œuvre de Jean Raspail. J'ai effectivement lu des gens qui nous expliquaient qu'il est raciste parce que le pauvre bougre voudrait que la France reste la France et qu'il voudrait qu'on n'annule pas des concepts comme français de souche parce que ça a quand même une réalité et que on nous explique pas que la France a toujours été un pays d'immigration, c'est clairement et historiquement faux. C'est vrai depuis 50 ans, 60 ans ou plus, mais sinon pendant plus de 1000 ans, la France n'a pas eu de mixité autre que la mixité européenne. Donc des gens qui ont la même civilisation que nous, c'est-à-dire la même culture à quelques degrés près. Hein. Un Anglais n'est pas un Français, un Allemand n'est pas un Français et un Américain n'est pas tout à fait un Français. Mais on a quand même beaucoup de choses en commun, ne serait-ce que les droits de l'homme, ne serait-ce que les droits naturels qui ont été conceptualisés en politique par Hobbes, par Spinoza, par Voltaire. Enfin, on a quand même beaucoup de choses en commun. Mais l'immigration d'autres ères civilisationnelles, c'est quelque chose qui est très récent. Et j'aimerais savoir s'il est raciste de penser que, eh bien, cette immigration, quand elle est trop massive et qu'elle risque de remplacer les personnes, les habitants, la population historique, eh bien, est-ce que c'est raciste de vouloir mettre un frein à cela et de vouloir le maîtriser afin que les je sais pas comment on pourrait dire, les primo-arrivants, ou en tout cas les personnes qui historiquement sont plus anciennes sur le territoire et qui ont fondé cette patrie et cet État-nation qu'on appelle la France, et c'est valable pour tous les pays d'Europe, est-ce que c'est raciste de vouloir que ces pays restent ce qu'ils sont? Alors, c'est un sujet, comme j'ai déjà dit, Cyril, sensible et complexe aussi. Du coup, c'est compliqué pour moi de répondre de manière peut-être simplifiée pour ne pas non plus être trop long. Euh, mais si en fait, pour essayer d'avoir les idées claires, si en fait être français de souche, comme tu dis, c'est refuser toute altérité, c'est évidemment raciste et c'est évidemment un problème en soi. Chaque être humain, évidemment, quelles que soient ses origines, sa culture, a évidemment un droit inaliénable à la dignité humaine comme n'importe quel être humain. Donc nous sommes de ce côté-là absolument tous égaux. Si par contre tu entends français de souche où effectivement la question c'est a-t-on le droit ou non de préserver ses propres valeurs parce qu'on estime effectivement qu'elles ont un sens et qu'elles sont le cas échéant mises à mal par des valeurs qui viennent frontalement euh, d'une autre culture, d'une autre religion, à ce moment-là, évidemment, il faut pouvoir préserver de fait son héritage
et ce que nous sommes devenus justement, comme tu le disais tout à l'heure, grâce à nos racines, même si de fait il y a les racines qui sont les nôtres, et puis il y a évidemment ce que l'on en fait, ce que l'on prend, ce que l'on refuse de prendre comme héritage. Tu vois, c'est un petit peu en fait comme dans une famille. Si on conçoit évidemment la famille comme quelque part les catholiques un peu intégristes l'ont conçu en disant la famille c'est un papa, une maman et plusieurs enfants, et donc on va faire la manif pour tous. À ce moment-là, effectivement, je trouve que c'est extrêmement intégriste en soi. Et donc, on peut évidemment, sur le plan familial, quelque part, tout en disant on aime tout le monde et on est charitable, en réalité, être quelque part entre guillemets raciste, c'est-à-dire nous sommes dans le camp du bien et les autres sont dans le camp du mal. Et je pense que sur le plan familial, on peut tenir ce type d'idée, et sur évidemment un plan plus institutionnel, on peut aussi quelque part se victimiser et donc du coup avoir être raciste. Et je pense que sur le plan institutionnel, le racisme est quelque chose quand même qui existe aussi, et je pense qu'on ne peut pas non plus se voiler la face. Il y a des policiers racistes, mais c'est pas simplement, à mon sens, individuel. Il y a un système qui permet plus aisément le racisme d'émerger. C'est un petit peu comme le mouvement MeToo a bien montré que c'est pas juste quelques mâles dominants qui sont problématiques. Il y a effectivement le patriarcat, c'est un système, et ce système doit être démonté. Même chose dans l'universalisme, il y a effectivement aussi du bon et du moins bon. Il ne faut pas se cacher, je dirais, derrière l'universalisme pour dire l'universalisme, c'est la panacée universelle. Elle est par essence antiraciste, et donc critiquer l'universalisme, c'est en fait critiquer notre système, notre système sociétal. Je pense qu'il faut être nuancé, et c'est un peu là-dedans que je disais tout à l'heure que les concepts sont aussi dangereux quand on les manie de manière, j'ai envie de dire, binaire. Il y a à ce moment-là, je dirais, un camp du bien, un camp du mal, et du coup, on reste dans un conflit permanent et on n'en sort pas. Maintenant, si de fait, pour en revenir à ta question, il s'agit de préserver ses valeurs, c'est évident que ça, évidemment, ce n'est pas être raciste que de vouloir préserver ses valeurs, ce n'est pas être islamophobe que de critiquer l'islam, et on voit bien effectivement que quand on le fait de manière, je dirais pacifique, pacifiée, argumentée, on voit bien que de l'autre côté, c'est souvent la passion malheureusement qui l'emporte, et donc quelque part, qui dit passion dit souvent effectivement aussi une idéologie qui veut quelque part être dominante, et on voit bien que si on laisse l'islam quelque part proliférer chez nous, il y a effectivement un remplacement qui risque de se faire. Donc la question pour moi, c'est pas tellement l'immigration en soi, c'est la manière dont l'État ici français par exemple se comporte par rapport à cela, c'est-à-dire quelle politique on met en place pour faire en sorte qu'il n'y ait pas prédominance d'une religion sur une autre, et qu'il n'y ait pas quelque part du coup une déconstruction de notre propre vivre ensemble. Voilà, je résumerai ça comme ça. D'accord. Alors, il y a plusieurs choses. Je suis en train juste de noter. Il y a plusieurs choses dans tout ce que tu as dit qui me paraissent intéressantes. Alors, la première, c'est que tu nous parles de ce fameux systémisme du racisme ou de la violence, des choses qui sont très acceptées en Belgique et encore très discutées en France, tout simplement parce que, nous le savons, les sciences sociales sont des sciences molles. Donc, s'il y a des sciences qui sont idéologisées, ce sont bien les sciences sociales, et que à chaque fois qu'on a demandé à des personnes de nous prouver l'existence d'un racisme systémique, eh bien, ils se sont mis à trembler, à bégayer. Et quand ils sont face à des gens sérieux, eh bien, ils ne savent pas l'expliquer. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Euh, Ensuite, on nous dit que, bah, effectivement, l'Occident, la France, on va parler de la France, et puis pour toi la Belgique, on va dire l'Europe. L'Europe, est-ce qu'il faut s'alarmer que l'Europe, qui a été faite par des Européens, soit plus adaptée au niveau de la réussite aux Européens? Je veux dire, c'est comme dire que le blanc c'est blanc et que le noir c'est noir. On peut s'en désoler, mais à un moment, dire que le réel a eu lieu, c'est pas raciste. Dire que un mur est noir quand il est noir, bah, c'est juste dire que le réel a eu lieu et dire que nos yeux voient quelque chose qui existe. Je veux dire, est-ce que il est normal que si je vais en Arabie Saoudite, je réussisse moins qu'un Saoudien? C'est-à-dire, c'est quand on le fait comme ça, c'est ça qui est bizarre avec les idéologues de gauche, c'est que quand on le dit comme ça, ils disent ah bah évidemment. Ben oui, mais pourquoi c'est pas évident quand on est en Europe?
Pourquoi tout est évident? Le nationalisme est évident, le fait pour un peuple de vouloir rester, préserver ce qu'il est. On a eu la Tunisie qui, il n'y a pas longtemps, nous a expliqué qu'elle s'inquiétait face à l'immigration massive d'Afrique subsaharienne et qui souhaitait garder son identité. La gauche a évidemment applaudi. Évidemment, ces gens veulent rester qui ils sont. Ah oui, mais vous, Français, non. Non, non, ça marche pas pour vous. Vous n'avez pas le droit de rester qui vous êtes. Vous avez des valeurs supérieures et vous devez vous suicider au nom du bien. C'est très christique, mine de rien. C'est d'ailleurs la critique de Jean Raspail dans son livre. Hein. C'est très christique. On va mourir pour la beauté du geste et pour laisser les autres nous marcher dessus parce que le Christ est mort pour les siens et nous ferons pareil. Ça, c'était le premier point. Second point, l'universalisme. Alors l'universalisme, il faut bien garder en tête que je parle d'universalisme républicain, c'est-à-dire que c'est un universalisme qui est attaché au sol. C'est-à-dire que c'est un concept politique. Il n'y a absolument aucune raison d'avoir une modération dans l'imposition d'un concept politique qui a été du coup inscrit dans des lois sur son propre sol. C'est-à-dire que si à l'époque de la colonisation, on allait, grâce à nos gauchistes, à nos gentils gauchistes, imposer l'universalisme, imposer nos valeurs à des peuples d'autres civilisations, c'était évidemment horrible de faire ça. C'était évidemment colonial. Mais il n'y a rien de colonial à vouloir imposer sa loi sur son propre sol. Il n'y a rien de colonial à vouloir que les gens respectent la nation sur laquelle ils ont choisi de vivre. Sinon, il faut faire d'autres choix. Le dernier point, tu nous parlais d'un truc important qui est levé d'ailleurs par le camp des saints de Jean Raspail. C'est une question qui est importante parce que j'aime bien mettre la plume dans la plaie, comme certains disent, mais comme j'écris pas, eh bien, je vais dire que je vais mettre la langue dans la plaie. C'est on nous parle de dignité des gens. Mais si on peut être tous d'accord que tous les gens au monde ont une égale valeur et une égale dignité, en tout cas à mon regard, parce que ce n'est pas le cas du regard de tous, hein, si je repars avec le holisme chinois, mais pour eux, exterminer un dissident, c'est protéger le holisme et c'est protéger leur société. On peut trouver ça dégueulasse, mais c'est leur manière de vivre et ça fait 4000 ans que ça dure. Alors nous, avec notre petite civilisation de 2000 ans, est-ce qu'on a des leçons à donner? Je sais pas. J'ai tendance à respecter l'humanité des autres quand ils respectent la mienne. Donc tu nous parlais de dignité des gens, mais jusqu'où va cette dignité? C'est-à-dire que quand on a des gens qui arrivent sur notre territoire, alors qu'on n'arrive pas à s'en sortir avec notre propre pauvreté, et qu'on a des gens qui arrivent par ville entière, hein, on a 350 000 personnes, c'est l'équivalent à peu près de la ville de Toulouse qui arrive chaque année en France. D'ailleurs, Macron a battu un record cette année. Avec tous ces gens qui arrivent sur notre territoire, au nom de la dignité, sommes-nous obligés de les accepter? Sommes-nous obligés? Et dans ce cas-là, ben, on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire qu'il y a un fatalisme qui s'impose à nous. Ils viennent chez nous et au nom de l'humanité, on les laisse modifier notre pays. On les laisse, de par leur démographie, de par leur manière d'être, changer notre pays. Puisque pour le coup, ils ne le choisissent pas. Puisque dans la fable qu'on nous raconte, ils partent parce que c'est trop sale, c'est trop dégueulasse chez eux. Évidemment, tous les pays africains sont de la merde. Nous, les Blancs, sommes les seuls à être bien. Encore une pensée de gauche, absolument pas raciste. Donc, ça veut dire qu'on est obligé d'accueillir ces gens, puisqu'on ne peut pas, une fois qu'ils sont sur notre sol, on ne peut pas les ramener chez eux. C'est inhumain, paraît-il. Alors, comment on fait? Alors, ça veut dire qu'on n'a pas le choix, en vérité. On doit accepter tous ces gens et ne rien dire. On doit accepter de mourir démographiquement à petit feu et ne rien dire. C'est ça être humaniste aujourd'hui. On doit accepter, puisque si la démographie change et si des personnes d'une ère civilisationnelle différente qui ne s'assimilent pas et ne s'intègrent pas arrivent en masse et deviennent majoritaires dans notre pays, la direction éthique ou la direction progressiste que prend notre pays va changer. Quoi qu'il en soit, elle changera. Et on ne peut rien faire contre ça, au nom de la dignité. C'est exactement la problématique du bouquin. C'est-à-dire qu'au nom de la dignité, au nom des droits de l'homme, au nom de concepts très sensibles, eh bien, on doit se suicider avec le sourire, en tant que peuple. Est-ce raciste d'interroger ça? Et puis le dernier point, c'est de se rappeler que les gens, quand ils immigrent, moi je suis désolé, quand, je sais pas, je vois par exemple, je peux prendre des choses très concrètes. Quand je vois ma famille portugaise qui émigre en France, ma belle famille, parce que moi je suis français, paraît-il, de souche, en tout cas depuis plusieurs décennies, mais quand je regarde des Portugais qui émigrent en France ou des Italiens qui émigrent en France, les civilisations entre ces pays sont tellement proches que l'assimilation se fait quasi naturellement. Ma belle-mère allait à l'église avec tous les autres Français. Ça fait une mixité sociale. Quand vous avez quelqu'un qui arrive d'une ère civilisationnelle pas seulement différente,
Parce qu'on le voit avec les Chinois, ça pose pas de problème, ils restent entre eux. C'est une ère civilisationnelle différente. Mais c'est problématique quand même, selon moi. Ça reste à regarder. Mais n'empêche que c'est une civilisation différente. La civilisation islamique, je ne parle pas de religion, la civilisation islamique, l'islam avec un grand I, n'est pas seulement différente, elle est antagoniste à la civilisation occidentale. Ils sont une société du caché, nous sommes une société du montré. Une société qui montre, qui ne se cache pas. Ils sont une société ultra-patriarcale, nous sommes en train de détruire cette société ultra-patriarcale. C'est une société antagoniste, c'est une ère civilisationnelle antagoniste. Elle va modifier forcément notre pays. Sommes-nous racistes si nous disons ça? C'est ce que je dis et c'est ce que dit Jean Raspail dans son livre. Je ne sais pas comment tu joues avec ces concepts et comment tu vois cela, parce que j'ai l'impression que ce qu'on reproche à Jean Raspail et ce qu'on reproche souvent aux gens qui parlent d'immigration, ce qu'on reproche aux gens aujourd'hui, c'est de voir ce qu'ils voient et de dire ce qu'ils voient. Quel toupet. Et ce qu'on reproche à Jean Raspail, c'est d'avoir vu ça il y a 50 ans, quand certains n'arrivent pas à le voir aujourd'hui. C'est-à-dire que Jean Raspail a fait une allégorie, il le dit lui-même. C'est une allégorie. C'est pas, je veux dire, dans le camp des saints, on est submergé par l'immigration en une nuit. C'est évidemment pas ce qui se Bien passe. Et il le sûr, dit lui-même. bien sûr. Pardon? Bien sûr, c'est une allégorie, mais une allégorie évidemment C'est une allégorie. qui part de convictions profondes. Et non, c'est pas juste un conte de fées, c'est pas juste, Oui, oui, c'est mais pas juste une fiction oui, c'est pas juste un roman, quoi. Je veux dire, oui, oui, mais c'est ah, pour justement, oui, c'est enfin, un roman, oui, mais pour démontrer quand même quelque chose, pour faire comprendre quelque chose, bien comme sûr, les romans philosophiques de Voltaire, évidemment. C'est un bien roman sûr. avec une idée dessous. Oui, on est d'accord. Oui, N'empêche qu'aujourd'hui, 50 ans après, ce qu'il décrit, non seulement, c'est ça qui est marrant en plus, c'est que c'est arrivé devant, on a eu 1000 migrants kurdes qui sont arrivés devant le bureau où il a écrit ce livre. C'est marrant quand même. Il faut admettre que c'est marrant comme coïncidence. Mais en 50 ans, l'immigration n'a fait qu'augmenter. On en a de plus en plus, à tel point qu'aujourd'hui, les démographes admettent que 50% des gens qui sont en France ont quelqu'un qui vient d'une ère civilisationnelle différente. Est-ce que là, on n'a pas un changement? À qui on a demandé en démocratie où le peuple est souverain, à qui on a demandé pour cette modification? Est-ce que c'est raciste de ne pas souhaiter cette modification? J'y reviens. Voilà où j'en suis. oui, mais c'est vrai que c'est vrai évidemment que il y a eu cette immigration dont on a eu besoin pour des questions évidemment aussi de main d'œuvre, et puis il y a eu le regroupement familial qui a été rendu possible aussi pour évidemment unifier quand même les familles. De quelque part, il y a évidemment entre guillemets un passé, un passif, hein, dont on ne peut pas non plus faire table rase. Donc la situation au jour d'aujourd'hui s'explique évidemment par la situation passée qui a été rendue possible par la politique de l'Occident, que ce soit de la France ou de la Belgique. Je veux dire, là, en Belgique, après la guerre mondiale, évidemment, on a eu besoin d'une main-d'œuvre extrêmement importante, et donc on a fait appel notamment à des ressortissants marocains, turcs, algériens, qui ont pu venir facilement travailler en Belgique dans les mines. Ces gens-là, on leur a offert une meilleure vie aussi. Bien C'est sûr, égal. et je dis pas le contraire. Je dis juste que le sujet est complexe, et que tout s'explique aussi entre guillemets parce qu'ils sont venus évidemment, et nous le savions, ils sont venus évidemment aussi avec leurs propres convictions. Mais on C'est parle ce qui pas. Mais Pascal, avec mon respect, on parle pas de ceux qui sont venus. On parle de ceux qui viennent non. chaque jour, chaque année. C'est de ceux-là dont on parle. Parce que ceux-là, quand ils sont venus, ils étaient minoritaires et on a eu besoin d'eux. Mais est-ce qu'à un moment, c'est pas parce qu'un jour, on a dit, tiens, on a besoin d'immigration, qu'on en a besoin tout le temps? Est-ce qu'on n'a plus le droit, sous prétexte qu'on en a eu besoin un jour, on n'a plus le droit de dire non? Oui. C'est fini. Oui, mais bon, là, c'est de la politique, hein, Cyril. Nous ne sommes pas des politiciens, et ça, ce Non, sont mais des c'est sujets sur le fond. extrêmement complexes, et je peux entendre, et je pense que sur le fond du fond, en fait, comme je l'ai déjà dit, on est effectivement d'accord, à partir du moment, évidemment, où il y a ce remplacement dont tu parles, et je n'ai pas les chiffres non plus, donc je parle aussi sous réserve, Le mais en mettre tout en valeur. cas, voilà, tout à fait. Mais en tout cas, si la situation évidemment est celle-là dans la pratique, c'est clair il faut de fait une politique beaucoup plus ferme qui permet de respecter nos propres valeurs sociétales, tout à fait. Voilà, donc bah, c'est exactement ce que dit Jean Raspail, et tu dis que sur le fond, tu peux être d'accord avec lui. Tu es d'accord avec un raciste d'extrême droite, Pascal. Je suis désolé de te l'apprendre.
Je peux être d'accord avec beaucoup de monde, tout en n'étant pas forcément d'accord, je dirais, à titre personnel avec la personne. Je peux être d'accord avec certains concepts développés par la personne, avec certaines idées de la personne, sans pour autant être d'accord, évidemment, avec la personne elle-même sur tout. C'est tout ce que Voilà, je demande. je demande à voir d'où il parle réellement et quel est en réalité son projet de société. Or, le fait que pour lui l'immigration est compliquée, qu'est-ce qu'il souhaite mettre à la place, quelles idées sont les siennes. Si c'est pour juste mettre à la place ses propres convictions, ça ne Si je peux m'intéresse me pas. permettre, si je peux me permettre, aucune idée. Il pose des questions. En fait, Oui, il bien produit sûr, bien par la sûr, fiction, mais produit une bien sûr, situation et ensuite il pose les questions. Évidemment bien qu'il a ses sûr. réponses. Est-ce que je suis d'accord avec ses réponses? Pas forcément d'ailleurs. Mais je suis d'accord avec le diagnostic qu'il pose et je suis d'accord avec les questions qu'il pose. C'est-à-dire qu'il montre comment, pendant 50 ans, on nous a fait du terrorisme intellectuel et on nous a dit, vous questionnez sur l'immigration? C'est le FN, c'est Marine Le Pen, c'est le racisme, c'est le diable. Vous Oui, voulez mais rester qui vous êtes? Catholique? C'est le racisme, c'est le diable. Pas le droit de réfléchir. Attention. Je dis simplement que je ne veux plus de ce terrorisme-là. Il n'y a pas de tabou, on peut discuter. bien Il y a sûr. des questions factuelles qu'on doit se poser. Après, il y a des réponses d'humanistes, il y a des réponses de gauche et il y a des réponses de racistes. Mais c'est pas parce que Marine Le Pen pose une question juste que je vais m'empêcher de la poser parce que c'est Marine qui la pose. J'en ai Ça, rien on à est, faire. ça, on est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. J'essaie juste de faire un distinguo, j'espère qu'il a été compris, entre effectivement ce que la personne dit de manière argumentée, qui peut être parfaitement, effectivement, rationnelle, démontrée et donc parfaitement lucide, valable et qui doit être mis en application. Et c'est pas pour ça que la personne en tant que telle est quelqu'un avec lequel je suis profondément d'accord. C'est-à-dire qu'elle a éventuellement derrière quelque chose qu'elle tait. Elle met en avant un discours très cohérent et derrière c'est peut-être moins reluisant. C'est tout ce que j'essaie de faire Peut-être, mais comprendre. moi je suis pas forcément, je l'ai pas vu, donc moi je sonde pas les cœurs et les reins, donc je peux pas dire ce que j'ai pas vu. Hein. On m'avait fait pareil avec qui? Avec Barjavel. On m'avait dit que Barjavel c'était Pétain. Ah, clairement, hein, je veux dire, il y a même des vidéos YouTube, j'ai mis ça en extrait. On m'avait dit, tu sais, Barjavel, c'est Pétain. Ok, j'ai été voir, Barjavel, c'est pas Pétain, non. On m'avait dit, Jean Raspail, c'est le diable. Cyril va pas voir Jean Raspail. Jean Raspail, c'est quelqu'un qui a voyagé toute sa vie, qui a été au secours des peuples qui étaient en extinction démographique. Je veux dire, comme raciste, on fait mieux. Maintenant, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup d'humanistes, voudrait que les autres peuples perdurent, mais il voudrait que le sien perdure aussi. Et c'est ça aujourd'hui qu'on appelle racisme. Vouloir persévérer dans son être, comme dirait Spinoza. Vouloir qu'une population reste qui elle est de manière homogène. C'est raciste, ça. Enfin, sauf quand c'est le Maghreb qui le réclame. Là, c'est normal. Quand c'est un Français, quand c'est un Belge, quand c'est un Européen, quand c'est un Occidental, c'est raciste. N'oubliez pas. Voilà. J'en conclurai là. Évidemment, vous avez compris l'ironie voltairienne. Il n'y a absolument rien de raciste à se poser ces questions. Et sur cette chaîne, comme sur mon blog, comme sur partout où je suis, eh bien, voilà, je ne me, comment dire, je ne me plierai pas au cadre dominant, quand bien même je suis moi de gauche, et je sais qu'on me dénie ce droit d'être de gauche parce que j'ai les idées que j'ai, mais je suis un homme de gauche qui pense au niveau économique qu'il faut répartir les richesses correctement, ça fait de moi un homme de gauche. Je me réclame de George Orwell. Je veux dire, je suis pas de gauche parce que j'ai voté à gauche et puis dans 10 ans je serai à droite parce que je vote à droite. Ma pensée est construite sur Jean-Claude Michéa, elle est construite sur George Orwell, elle est construite sur les Lumières, elle est construite sur Spinoza qui était un progressiste. Ma pensée est construite sur des hommes de gauche. Je suis profondément un homme de gauche. Mais je ne suis pas un gauchiste et je ne suis pas quelqu'un qui s'empêche de penser parce qu'on a mis des limites à ma pensée. Justement parce que j'ai lu George Orwell et que George Orwell m'a prévenu que les communistes de gauche ont l'habitude de faire ça et de délimiter le précaré dans lequel tu as le droit de penser avant d'être le diable. Mais je pense en fait, Cyril, que nous sommes en fait tout à fait d'accord sur le fond. Quelle que soit éventuellement la manière d'aborder les différents sujets, mais on est d'accord sur le fond. Et de toute manière, ce qui m'intéresse justement, c'est aussi de pouvoir débattre avec toi, même si on n'est pas forcément toujours d'accord avec tout. Ce qui montre effectivement de ton côté une ouverture, et ce qui montre aussi de mon côté évidemment une ouverture. Il y a rien justement de plus fascisant que d'avoir un monologue uniquement avec des personnes qui sont en tout point d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs ce que je fais aussi sur ma chaîne. Elle est toi à des personnes avec lesquelles je suis pas d'accord. À Pascal en J'ai, description.
j'ai donné la possibilité à des prêtres avec lesquels je suis pas tout d'accord de parler. Et parfois, tu sais, du coup, on me dit, mais en fait, fais gaffe, tu as manipulé, t'as récupéré, etc. Je dis non, en fait, je pose les questions et la personne, effectivement, vient sur ma chaîne et et je suis en contradiction avec elle comme tu l'as fait avec moi. Et c'est justement ce qui fait débat. C'est ce qui fait que, du coup, on est ouvert aux autres, même si on n'est pas d'accord avec eux. C'est hyper important, ce que tu fais, comme ce que je fais aussi. C'est ce qui permet justement au débat d'être constructif. Et voilà, quand je viens sur ta chaîne, on me dit fais gaffe, tu vas peut-être être manipulé par Cyril. Et quand d'autres viennent sur ma chaîne, on leur dit attention, tu es manipulé par Pascal, ou inversement. Donc quelque part, à un moment donné, j'ai envie de dire je m'en fous, j'ai envie de sortir de tout ça et de pouvoir justement parler librement. C'est c'est ce qui nous est encore possible au jour d'aujourd'hui. Et c'est ce que je compte faire de mon côté. Et je te remercie de faire pareil de ton côté. Eh bien, on mettra le lien vers ta chaîne effectivement en description parce que c'est une chaîne de qualité pour les personnes qui s'interrogent quant au christianisme et quant aux méfaits, aux dérives et à l'aliénation que peut constituer le christianisme. Vraiment, cette chaîne est bien pour ça. Évidemment, tu as raison, je te remercie de débattre parce qu'ils sont plus si nombreux à vouloir débattre alors que c'est un peu le sel de la démocratie, c'est un petit peu ce qui fait le conflit des idées, c'est un petit peu eh bien, la base d'une démocratie. Donc effectivement, merci Pascal, parce que eh bien, effectivement, ça commence à devenir compliqué de pouvoir débattre d'idées avec les gens, tout en conservant un respect. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on l'aime pas, c'est le diable, c'est un con. Non, moi Pascal, pour moi, c'est une personne de qualité, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a longtemps, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et on a des points sur lesquels on n'est pas d'accord parce qu'on est deux hommes différents, on est deux hommes qui réfléchissent, on est deux hommes de conviction, et c'est très bien comme ça, et ça n'empêche pas le respect, et ça n'empêche pas d'avoir une véritable estime pour les gens. J'aimerais bien que les gens se rappellent de ça, parce qu'aujourd'hui, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on a tendance à l'ostraciser, à le diaboliser et à dire que c'est une mauvaise personne. Non, on n'est juste pas d'accord sur un point d'ailleurs, parce qu'on peut être d'accord sur plein d'autres, et c'est le cas avec nous. Donc ça, je trouve Tout que à c'est fait. bien. Et du coup, bah, je te remercie pour ça. Et puis à une prochaine pour un prochain débat. Merci Pascal. Merci Cyril, à bientôt. Merci à toi. Salut. Salut. Merci à vous tous.